Bienvenue à tous et merci d'être ici avec nous pour la deuxième séance de notre laboratoire euh, qui cherche de suivre le forum du haut niveau politique sur le développement durable. C'est une réunion annuelle pour revoir le progrès des différents pays pour atteindre les objectifs du développement durable. Les différents pays offrent une vision de leur pays dans le développement vers les objectifs et c'est une opportunité aussi pour les sociétés de ces pays pour faire écouter leur voix et aussi pour connaître la réalité des gens auxquels nous servons. C'est pourquoi nous voulons écouter vos points de vue, vous qui êtes dans les pays dont il s'agit. Donc, chaque session va se concentrer sur l'un des objectifs qui ont été soulignés dans le forum de cette année. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le numéro 7 qui nous parle d'offrir l'accès à une énergie propre pour tout le monde. Nous accueillons des prêtres, sœurs, collaborateurs laïcs qui vont nous partager leur leur expérience pour l'accès à l'énergie propre et durable. Et cela nous rappelle que rejoindre, obtenir cet objectif, c'est pas seulement une question des technologies, mais c'est une question des dignités humaines et des soins de notre maison commune. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons avoir une conversation très riche autour de cet objectif. Avant de commencer, je voulais vous encourager à vous présenter dans le chat pour euh, se présenter et aussi plus tard pour poser des questions et vous pouvez aussi employer le menu de réaction quand il y a une chose qui vous résonne ou vous partagez vraiment ce que la conférence est en train de dire. Il y a toute cette possibilité de participer. Donc, avant de commencer, il, il y a quelqu'un qui va présenter et sur l'objectif d'hier, parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire. Donc, on va, on va commencer avec une présentation du père Alphonse au Burkina Faso. Père Alphonse, c'est votre tour. Comme vous l'avez si bien présenté, je suis le père Alphonse Marie Komena Ekra, missionnaire claritin de la délégation Saint-Jean-Paul II, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en mission à la paroisse Saint-François d'Assise de Burum Burum. Alors, je vais faire ma présentation en trois parties et dans cette présentation, je vais suivre la méthode de travail de la GEC qui consiste en voir, juger et agir. Donc, dans le voir, ça sera une présentation générale. Donc, je commence pour dire que pour répondre non seulement
aux besoins de justice, de paix et d'intégrité de la création, mais aussi la mission de la proclamation de la bonne nouvelle du salut, nous avons réalisé certains projets pour répondre au ODD 6, mais dans ces projets, on a une vision transversale. Ça répond aussi à l'aspect de l'ODD 7. Donc, cette vision constitue un cheval de bataille du gouvernement pour répondre au bien-être de la population. Dans la première présentation que nous allons bientôt voir, il s'agit de la réalisation d'un forage pour aider et former les femmes et les jeunes dans la culture de produits maraîchers au compte de la paroisse Miséricorde divine de Kourougou où travaillent les missionnaires clarétains. Le deuxième projet concerne la réalisation d'un forage à Boulakban dans le diocèse de Gawa. Ce projet fut formulé suite à notre arrivée lors d'une mission dans ce village. La qualité de l'eau qui nous a été présentée a touché notre sensibilité sur ce que cette population traverse. Au-delà, nous voyons tout l'effort que le gouvernement consent pour garantir l'ensemble de la population à l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés. En effet, le gouvernement a pour objectif de prendre en compte toutes les couches sociales. C'est pourquoi, en collaboration avec ses différents partenaires, le gouvernement a amélioré la constance des taux d'accès à l'eau potable entre 2016 à 2025. Le progrès dans ce domaine a évolué et est passé de 72,4% à 78,9%. Toutefois, l'on observe une inégalité d'accès à l'eau entre les zones urbaines et les zones rurales. Notons que ces inégalités sont dues à certains facteurs comme les déplacements forcés de population dus à l'insécurité, l'impact négatif des changements climatiques, etc. L'objectif visé par le gouvernement, selon le rapport national volontaire 2026, c'est de faire une couverture de 100% de taux d'accès d'ici 2030. Donc ça, c'est le voir, comme nous l'avons dit. Maintenant, le juger. Dans le juger, nous disons que l'eau potable est un bien commun et un droit humain fondamental. Pourtant, des millions de personnes n'y ont toujours pas accès. Cette réalité n'est pas seulement une question d'infrastructure ou de services publics, elle est avant tout une question de dignité humaine, de santé et d'accès à l'éducation, à la culture et au développement humain intégral. Alors, une communauté privée d'eau potable est au bord de la survie et condamnée à un appauvrissement non seulement économique, mais aussi social et culturel. Garantir un accès universel à l'eau, c'est défendre la vie et construire la justice pour les générations présentes et futures. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Matthieu 25, verset 35. Ça, c'est le juger. Maintenant, l'agir. Dans l'agir, nous allons passer à la présentation. Si au fur et à mesure, vous pouvez projeter
Dans l'AGIR, nous voyons les différents projets qui ont été réalisés et nos actions pour l'accès à l'eau et le développement durable. Nous voyons un château d'eau, mais ce château d'eau fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, c'est ce qui fait que continuellement, et cette énergie solaire permet de pouvoir euh, faire ressortir l'eau, de recueillir l'eau à tout moment et lorsque nous en avons besoin. Notre mission, une mission au service de l'homme tout entier. Alors, notre engagement ne se limite pas à l'annonce de l'Évangile, il répond aussi aux besoins concrets des populations, c'est-à-dire la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Et nous avons représenté cela à travers différentes images en faisant un résumé de la GEPIC, la justice, c'est-à-dire défendre la dignité de chaque personne, la paix, bâtir les communautés réconciliées, l'intégrité de la création, protéger notre maison commune et l'annonce de la bonne nouvelle, porter l'espérance du salut. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. C'est dans cet esprit que nous avons réalisé des projets répondant à l'objectif de développement durable, l'accès de tous à l'eau. Objectif du développement durable numéro 6, l'eau propre et l'assainissement pour tous. L'ODD 6 vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'une gestion durable des ressources en eau. Alors, cet objectif est aussi un cheval de bataille du gouvernement qui en fait une priorité pour le bien-être de la population. Nos forages répondent directement à ce besoin vital au cœur des communautés où nous sommes présents. Comme nous le voyons, le projet pour un forage pour cultiver et se former. Ici, à la paroisse Divine Miséricorde de Koulougou, nous avons réalisé un forage pour soutenir cette paroisse où travaillent les missionnaires claritains. Et ce point d'eau permet de former les femmes et les jeunes à la culture maraîchère, une activité qui génère des revenus. Alors, à travers ce projet, nous avons de l'eau toute l'année et cette eau permet d'arroser ces cultures maraîchères où des hommes, des jeunes et des femmes travaillent. Alors, le deuxième projet, c'est dans le diocèse de Gawa, un forage né d'une rencontre à Boulapan. Donc, ce projet est né lors d'une mission dans ce village où la qualité que buvait, la qualité de l'eau, bien sûr, que buvait la population, nous a profondément touchés. Elle disait beaucoup des conditions de vie très difficiles du village. Alors, réaliser ce forage, c'est offrir à cette communauté une plus saine, une eau plus saine et plus sûre. Alors, le contexte national, des progrès réels sur l'accès à l'eau potable. Bon, en collaboration avec ses partenaires, comme nous l'avons souligné dans la présentation générale, le gouvernement a amélioré l'accès à l'eau potable en 2016-2026. Comme nous le voyons, nous sommes passés de 72,4% de 2016 à 78,9%. Ce travail a été fait avec les différents partenaires qui soutiennent le gouvernement. Malgré ces progrès, l'accès à l'eau reste inégal entre les zones urbaines et les zones rurales. Et le gouvernement, dans son plan d'action pour améliorer la condition de vie des populations, projette
d'atteindre 100% de la couverture à l'horizon 2030. Donc, en conclusion, nous disons que, ensemble pour le bien-être de tous, par ces projets, notre mission rejoint le quotidien des populations. Elle unit l'annonce de l'Évangile au service concret de la vie. L'eau, c'est la santé. Le travail et la dignité, c'est aussi un chemin de paix et d'espérance. Merci pour votre attention. Donc voilà ainsi présenté les différents projets que nous avons réalisés dans le cadre de l'ODD 6, mais aussi qui répondent à, dans une certaine mesure aux besoins de l'ODD 7, en ce sens que l'eau, le château réalisé fonctionne avec un panneau solaire. Donc, nous avons, dans la mesure du possible, nous pouvons multiplier ce genre de projet pour pouvoir aider davantage la population. Merci pour tout. Merci pour votre écoute. Thank you, Father Alphonse. Merci. It's also my understanding that you shared Si with je us a video. tu voulais a few video partager clips en and images. vidéo If you would avec like, we can nous. share those on the screen, Donc, and then nous perhaps pouvons le you can montrer talk through them or et explain them to the group. tu peux expliquer un peu? Tu avais cette intention de montrer une vidéo? Bon, j'ai la vidéo, mais maintenant, je Oui, pense pas que ça j'avais, sera. mais je ne... Ah, pardon. So donc, vous n'allez pas montrer les vidéos? Not a problem. If you would like, if we have time later, Bon, je and n'ai then we pas eu can la show them and plus you can share them tard, with us. plus Oui. tard, si vous le souhaitez, nous allons le Does that sound présenter. like a Ça good va? plan? Oui. Ça va pour... Vous avez déjà les vidéos là-bas, le PowerPoint? Je crois que j'ai fait venir avant. Yes, Teresa has those ready to share. Oui, en fait, Teresa est prête pour le présenter. D'accord. So, donc, vous voulez qu'on les présente maintenant? Oui, c'est possible. Maintenant, si le temps nous permet, bien sûr. On n'a pas le son. Oui, nous, on a les sons. D'accord. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de cette dame d'amour de fidélité qui nous a permis d'avoir ce abonnement. Que par la miséricorde de Dieu, son âme repose en paix. Je voudrais donc traduire toute la joie de la communauté ici, très heureux de recevoir enfin un sourire que cela se réalise pour nous.
Merci donc à tous les bienfaiteurs, à tous ceux qui ont procuré cela. Merci d'un cœur sincère. Et nous disons véritablement que dans cette zone est en manque d'hôpital. Beaucoup de villages encore sont dans les besoins. Beaucoup de villages sont dans les besoins. Et nous nous disons merci. Nous pouvons continuer à solliciter l'aide des bienfaiteurs pour que beaucoup de communautés soient soulagées, qu'ils puissent enfin avoir de l'eau potable, ce qui leur permettait de mener tranquillement les activités, qui permettra aussi aux enfants de pouvoir être à temps à l'école et avoir une bonne santé. Merci et que Dieu bénisse chacun de nous. Merci beaucoup, Père Alphonse, pour cette présentation. C'était clair comment ce projet fait une différence pour la communauté et tu as fait un très beau travail donc à partir du sujet dont tu nous as parlé et, et donc ce projet de faire des puits et nous montre comment les objectifs ne peuvent pas être réalisés tout seuls, mais on voit comment cela est en relation avec beaucoup d'autres objectifs, comme le CED ou la pauvreté, l'éducation, le soin de la planète. Et c'était très touchant de voir cet effort de collaboration et comment le gouvernement aussi a essayé de travailler ensemble pour que ces projets puissent être réalisés, parce que pour nous, on ne peut réaliser rien de ces objectifs tout seul. Et donc, nous apprécions beaucoup cette présentation et que l'eau est une source d'espérance pour tous. Merci. Merci beaucoup. Et comme j'ai dit, le père Alphonse nous a parlé de, de, de l'objectif 6. Maintenant, on va passer à l'objectif 10. Avec ça, on va passer à notre deuxième conférence qui est Margaret et Marélie, c'est une sœur du Sacré-Cœur au Kenya et travaille aux Nations Unies en représentation de sa congrégation. Donc, moi, je vais commencer et pour me présenter moi-même, je suis Margaret Morelli et j'appartiens à, à la, pas à la congrégation du Sacre-Cœur de Jésus, qui sont appelés religieux du Sacre-Cœur de Jésus, parce qu'il y a une autre congrégation qui est la Sacre-Cœur de Marie. Donc moi, je suis Sacre-Cœur de Jésus. On veut parler un peu de ce qui se passe au Kenya pour l'objectif
comme nous savons que c'est l'énergie propre et abordable, et au Kenya, c'est un sujet très très large. Donc, l'énergie propre et abordable, je voudrais plutôt souligner le progrès qu'on a fait au Kenya et euh, le défi qui nous reste et les perspectives d'avenir à partir des statistiques et de ma propre expérience travaillant au Kenya pour promouvoir les objectifs du développement durable. Donc, quand nous regardons les objectifs qui, donc, qui c'est donner un accès aux énergies renouvelables, et ça signifie l'accès à l'électricité, à, à l'efficacité énergétique et promouvoir la coopération internationale. Et tout cela a beaucoup d'importance, est essentiel pour nous tous au Kenya, parce que cela est en relation, c'est là que voir améliorer la vie des personnes. La qualité de l'éducation, les meilleures conditions de santé, sécurité alimentaire, croissance économique, création d'emplois, égalité entre les sexes, lutte contre les changements climatiques, réduction de la pauvreté. Quand on regarde le Kenya, quel genre d'énergie propre nous voulons? Avec ce plan, nous pouvons voir que la partie du nord est semi-désertique, mais avec le changement climatique devient de plus en plus désertique. On n'a pas beaucoup de rivières qui deviennent de plus en plus sèches. Donc, il y a aussi des camps de réfugiés et on peut employer de l'énergie qui vient du vent. Par contre, la partie du nord-est, là aussi, il y a des camps de réfugiés et d'autres tribus qui vivent là. C'est une région semi-aride et c'est pas facile d'y arriver. Et le gouvernement veut faire arriver l'électricité, mais avec l'énergie solaire, on peut faire quelque chose. Et dans les bassins fluviaux, on peut faire quelque chose avec l'énergie hydroélectrique et aussi avec la géothermie. Donc ça, ce serait les ressources propres. Et moi, ce que je voudrais que ce soit clair, c'est que ces énergies se trouvent dans les villes comme Nairobi, Kinshasa, Mombasa, pardon. Et quand on quitte les villes, les régions plus rurales souffrent beaucoup plus et n'ont pas de moyens. Donc, la source essentielle pour nous, c'est l'énergie géothermale,
euh, l'énergie qui vient du vent et l'énergie solaire. Là, on voit quelques photos. Donc, élargir l'accès à l'électricité pourrait améliorer la connectivité électrique nationale. Nous sommes en train de développer l'électrification rurale et de développer euh, des systèmes solaires hors réseau et aussi des mini-réseaux dans les communautés isolées et augmenter aussi des investissements dans les énergies renouvelables. Ensuite, ce qui se passe au Kenya, nous, nous voulons travailler pour l'énergie propre parce que le pays a des politiques qui encouragent les gens à le faire. Et la constitution du Kenya reconnaît les droits au développement durable. Il y a aussi une loi de l'énergie de 2019 qui parle des énergies et la promotion et réforme. Et la vision de 2030 qui voit l'énergie comme un moteur économique national et aussi les d'autres politiques qui cherchent à améliorer la situation. Maintenant, il y a deux défis qui restent dans quelques régions. Il y a des régions lointaines qui n'ont pas l'énergie et le gouvernement n'arrive pas à ces régions. Donc, les défis qui restent pour le gouvernement sont l'accès limité à l'électricité dans certaines communautés isolées et marginalisées, le coût élevé des technologies de cuisson propres pour de nombreux foyers, c'est difficile de le faire pour beaucoup de foyers, la croissance démographique qui accroît la demande d'énergie, il y a aussi le changement climatique qui affecte la production hydroélectrique en raison de la sécheresse. Nous voyons là une, une région qui est très sèche en ce moment-ci à cause du changement climatique. Ils prient, là on voit qu'ils prient à Dieu parce qu'ils n'ont pas compris encore qu'il s'agit de changement climatique. Et le manque d'eau est en relation à cela, hein, parce que beaucoup de gens prennent de prêts pour pouvoir cultiver. Donc, il faut faire quelque chose là. Ensuite, la cuisine propre et l'accès à l'énergie. Pourquoi cela est important? D'après les régions, près d'un tiers des foyers au Kenya utilisent encore du bois de chauffage, du charbon ou des résidus agricoles pour la cuisine. Et nous savons que cela contribue à la pollution.
et surtout dans les régions rurales. Et cela produit aussi des maladies respiratoires, déforestation, et le temps consacré à la collecte de combustible, en particulier par les femmes et les filles, je dirais que ça prend des millions d'heures parce qu'ils doivent aller loin pour chercher ce qui est nécessaire pour produire le feu. Et cela peut affecter la vie des personnes. Donc, les solutions à tout cela, ce serait la cuisine électrique, le biogaz. Pardon, je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, il faut améliorer le foyer par ces moyens et chercher des solutions durables basées, par exemple, sur la biomasse. Il y a quelques foyers qui peuvent le faire, mais là, on le voit, hein, mais pour tout cela, il faut le financer. Et donc, quand nous regardons la Société du Sacré-Cœur et qui cherche à une transformation, il y a plusieurs congrégations qui travaillent avec la société civile. Et ce que nous faisons, nous cherchons d'abord l'eau, parce que l'eau est la source de vie. S'il y a de l'eau, ensuite, il faut l'énergie. Donc, dans nos collèges, par exemple, nous faisons des projets et pour avoir des toilettes pour que les enfants puissent avoir. Parfois, il y a très peu de toilettes et alors les enfants doivent faire des queues pour aller aux toilettes. Et avoir de l'eau pour cela est essentiel. Nous avons aussi et des centres de santé pour améliorer la, l'hygiène et les standards d'hygiène à travers des, avec de l'énergie qui vient du soleil. Maintenant, je parle de l'objectif 7, mais c'est très en rapport à l'objectif 6. Et aussi, nous avons des projets, des ateliers pour enseigner tout ceci. Donc, l'énergie propre peut changer la vie des personnes. Quand on regarde, les enfants peuvent étudier mieux s'ils ont la lumière après le coucher de soleil, la santé et aussi euh, euh, est meilleure parce qu'on peut avoir des équipements fiables. Les femmes, les jeunes filles consacrent moins de temps à la collecte de bois, de chauffage. S'il y a de l'électricité, et cela signifie qu'elles dépensent moins de temps pour aller chercher du bois. Et aussi, euh, les communautés gagnent en résilience face au changement climatique. Ensuite, nous voyons d'autres projets que nous avons faits
avec de l'énergie propre et pour améliorer la vie des gens. Aussi, et quand nous voulons avoir des bibliothèques dans des régions rurales, et pour accélérer les progrès au Kenya, cela signifie accroître les investissements dans les énergies renouvelables, augmenter les financements destinés à l'électrification rurale et parce que il y a des régions qui n'ont pas accès aux routes et, et l'électricité. Il y a des villages qui sont très très loin. Il faut promouvoir des solutions de cuisson propres et abordables pour et, en essayant de trouver des énergies solaires ou à partir du vent pour que même dans les régions rurales, on puisse et avoir euh, des solutions pour la cuisson ou autre. Et aussi, pour finir, pour conclure, quand nous regardons l'énergie propre, le gouvernement doit continuer à investir en innovation, dans des partenariats solides et des politiques inclusives pour ne pas laisser ces villages qui sont très loin, sans électricité. Je crois que il y a beaucoup de régions rurales où l'énergie solaire pourrait donner et l'électricité pour pouvoir cuisiner ou autre. Mais si les gens peuvent l'avoir, cela est valable aussi pour d'autres activités, l'éducation, etc. Et pour finir, pour le travail avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs. Par exemple, le gouvernement est en train de mettre en pratique un ministère d'énergie et du pétrole et aussi un bureau national des statistiques pour que l'énergie puisse arriver là où elle doit arriver. Aussi une société d'électrification rurale et d'énergie renouvelable pour que la société puisse avoir l'électricité. Aussi une agence internationale d'énergie et aussi une agence internationale pour les énergies renouvelables. Et ça peut être très utile pour l'éducation des enfants dans les écoles, hein. Et quand il y a et quand on met l'énergie solaire, la société civile et peuvent avoir eau, énergie, et cela est partagé. Et quand on fait un puits, par exemple, et comme on a déjà vu, cela est partagé par une école et, et toute la communauté peut partager
et l'eau. Et l'électricité, même chose. Quand il y a l'électricité qui peut arriver à l'école, surtout les écoles primaires rurales qui n'ont pas électricité, parce que la plupart de ces enfants rentrent chez eux le soir et quand il, par exemple, s'il pleut, le gouvernement est en train de faire arriver l'électricité dans les écoles pour et, ces élèves qui parfois ne peuvent pas rentrer chez eux. Et l'essentiel, c'est d'arriver à ceux qui sont les plus vulnérables. Et, et ça, c'est essentiel. Le lot et l'énergie, c'est très important. Merci beaucoup pour écouter et, et il faut continuer à collaborer entre des organisations et les gouvernements et les secteurs privés pour que tous les citoyens dans tous les pays puissent avoir accès à l'énergie propre, durable et soutenable et durable. Merci beaucoup, Sœur Margaret. C'est euh, étonnant de voir comment tout ce que le Kenya est en train de faire à partir de l'énergie solaire, la géothermie, le pouvoir qui vient du vent. Et ce développement est reconnu dans la Constitution et cela nous encourage de voir un gouvernement qui l'a dans ses lois et que voit combien cela est important. Et comme tu disais, j'essayais d'écrire toutes les connexions qu'il y a entre avec les autres objectifs du développement durable, parce que tous les projets de la Société du Sacré-Cœur ont, je voyais des connexions avec le 4 qui est l'éducation, les 5 et égalité des genres, pour que les filles ne doivent pas aller chercher le bois, et la santé de la communauté, réduire la pollution, les villes soutenables aussi. Moi, je crois que j'écris une relation avec tous les objectifs du développement durable. Ils sont vraiment interconnectés. Et vraiment, quand on entre à travers un, un objectif, on voit qu'on arrive à tous. Et comme tu as fini ta présentation, moi aussi, je veux répéter qu'il est très important de travailler en collaboration avec d'autres partenaires parce que la mise en pratique peut se réaliser seulement si on travaille ensemble et les communautés locales, les gouvernements, les groupes, etc. Merci de ta présentation. Maintenant, je veux présenter le père Danilo, qui est un missionnaire chrétien au Brésil. Es-tu avec nous, père Danilo? Alors, on va mettre une vidéo qui nous a laissé. Bonjour, je suis frère Danilo, missionnaire chrétien, en formation, et je viens du Brésil.
Actuellement, j'étudie la théologie et je prépare un master en ingénierie de l'environnement. Donc, mes centres d'intérêt portent sur la question religieuse et théologique, mais aussi sur les questions des sciences de l'environnement. Ici, dans ce laboratoire, je voudrais parler des objectifs du développement durable numéro 7, qui porte sur une énergie propre et abordable, et vous expliquer comment je perçois cette question dans mon pays, le Brésil. Tout d'abord, je tiens à souligner que le Brésil dispose d'un mix énergétique très diversifié. Nous sommes un pays très vaste sur le plan géographique, avec une population très importante et notre mix énergétique est majoritairement hydroélectrique et nous disposons d'une importante production d'énergie hydroélectrique. Et nous disposons également d'autres sources de, au total, euh, c'est l'énergie hydroélectrique et a des aspects positifs et négatifs. Par exemple, le point positif, c'est que c'est la principale source d'énergie au Brésil. Il met également peu de gaz. Elle émet peu de gaz et l'effet de serre et constitue une technologie établie au Brésil. Mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle nécessite de vastes superficies pour fonctionner, ce qui génère un impact sur l'environnement important, que ce soit sur les forêts et les communautés autochtones ou les communautés riveraines. La perte de biodiversité et le principal problème réside dans la dépendance de la pluie. Aussi, en période de sécheresse, lorsqu'il ne peut, il ne pleut pas, l'énergie hydroélectrique présente quelques problèmes. J'aimerais aborder ici un peu plus en détail de nouvelles sources d'énergie qui sont l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Le Brésil est un pays tropical, un pays côtier qui reçoit une grande quantité de vent qui vient des océans, surtout au nord-est. Et nous avons lancé au Brésil, il y a quelques années, des centrales éoliennes, surtout aux États de Ceará et Rio Grande du Nord. Et cette énergie, cette forme d'énergie est en cours d'analyse. Nous observons comment le pays va réagir à cela. Elle présente toute une série d'avantages, notamment en ce qui concerne l'environnement, puisque nous trouvons dans une région où il y a beaucoup de vent. Et c'est intéressant que nous puissions utiliser cette source d'énergie. Cependant, il faut souligner qu'il existe des problèmes et avec cette forme d'énergie. Par exemple, l'un des problèmes que nous constatons concerne les modifications des voies et des oiseaux migratoires. En effet, les éoliennes génèrent une très grande quantité de vent et ces vents dans la région proche des centrales a tendance à causer des problèmes aux oiseaux et à perturber le flux migratoire des oiseaux. Donc, c'est une question que nous devons résoudre. L'autre problème est celui du bruit. Le son est fort et il y a une intensité sonore dans ces centrales. Et les personnes dont les habitations sont à proximité souffrent et les conséquences négatives. Mais il faut souligner qu'il s'agit d'une énergie renouvelable
à faible émission de carbone. Donc, c'est une source d'énergie et qui sera très exploitée à l'avenir, même s'il faut être amélioré. Les parcs éoliens se trouvent dans des grandes entreprises ou des grandes installations. Et il n'est pas courant d'avoir ce type d'énergie chez soi. Déjà, l'énergie solaire et commence également à s'imposer au Brésil depuis quelques années et présente un grand avantage. Le Brésil, comme pays tropical, bénéficie du soleil et ainsi de nombreuses régions du Brésil sont en mesure d'utiliser cette énergie et donc il y a un fort potentiel. Mais la difficulté c'est qu'on donc on peut installer les plaques solaires et mais dans des petits panneaux et, et sur les toits de la maison, par exemple. Mais le problème, c'est que elle produit énergie principalement pendant la journée, pas pendant la nuit. Donc, il faudrait mettre au point quelques batteries ou un moyen de stocker l'énergie. C'est une, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et un autre problème, c'est qu'elle peut poser le problème des déchets, parce que les panneaux solaires n'ont pas une très très longue durée de vie. Donc, au bout de quelques années, elles doivent être jetées. Et, 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 et donc, une alternative, et pour l'instant, c'est une alternative aux côtés de l'énergie thermique. Mais une autre forme d'énergie au Brésil, c'est que nous avons des centrales thermiques. Il s'agit d'une énergie que, dans l'idéal, nous ne devrions pas utiliser, car elle est susceptible de rejeter des gaz à effet de serre. Mais également, elle a un coût plus élevé et des difficultés d'entretien. Mais c'est une alternative, même si c'est pas la principale. Voilà, ce sont les principales sources d'énergie développées au Brésil. Mais au-delà de nous interroger sur nos énergies propres et la manière de produire des énergies plus propres, je crois qu'en premier lieu, et comme religieux ou scientifique ou membres de la société, c'est que nous devrions se nous demander comment construire un modèle énergétique durable. Il ne s'agit pas de savoir quelles technologies sont les meilleures pour produire l'énergie, que ce soit solaire, éolienne, hydroélectrique ou autre, mais comment pouvons-nous, de manière durable, puisque c'est l'objectif du développement durable 7, comment pouvons-nous produire une énergie qui soit propre et durable pour tous? Et je dirais, avant toute autre chose, avant les aspects techniques, il y a des aspects éthiques. Comment pouvons-nous, à travers une éthique religieuse, sociale, écologique et solidaire, produire une énergie plus propre et plus durable? Et pour cela, notre rôle en tant que consommateur doit être fort. Il doit, il doit être important. Il ne suffit pas d'avoir des centrales électriques si notre conscience n'agit pas de manière correcte. Ainsi, chacun d'entre nous, au sein de notre communauté, dans nos églises, où que nous soyons, a le devoir d'être un consommateur conscient
pour produire une énergie plus durable lorsque nous saurons utiliser ce dont nous disposons de manière consciente. Voilà donc quelques mots, c'est mon message. J'espère avoir pu apporter ma contribution à cet atelier. Merci à tous. Donc, on regrette que le père Danilo ne pouvait pas être avec nous, mais il a exprimé pas seulement l'espérance, mais aussi l'approche pour voir tous les défis qu'il a soulignés. Et, par exemple, l'impact de l'énergie éolienne sur les oiseaux et que cela peut avoir un impact sur la biodiversité ou les ressources de nourriture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut voir pas seulement comment on emploie les euh, euh, ces ressources, mais comment on les emploie d'une manière responsable euh, pour qu'elles soient vraiment durables. Pas seulement pour ce qui concerne à l'énergie en soi, mais à toutes les conséquences. Et, et, et comment pouvons-nous continuer à réfléchir là-dessus? Ou par exemple, l'énergie solaire qui produit aussi des déchets. Les panneaux solaires produisent des déchets. Donc je pense que de nouveau, lui, il nous a montré que les objectifs, c'est pas seulement une liste pour dire voilà, on a travaillé sur cet objectif, mais qu'il faut avoir une approche euh, de réflexion et éthique à tout cela. Maintenant, nous allons écouter le père Jean Narcisse de Burkina Faso. Il, il, il travaille dans la délégation de Saint-Jean-Paul II au Burkina. Donc, la parole est à vous, père. Vous m'entendez? Oui, Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est le père Jean-Narcisse Kwame. Je suis missionnaire claretin de la délégation Saint-Jean-Paul II. Et je travaille en Côte d'Ivoire, à la paroisse Saint-Jean-Paul II, à Zopé, en Côte d'Ivoire. Mais je suis responsable de JPIC de la délégation. À cet effet, bon, puisque je ne suis pas basé au Burkina, mais j'ai fait une mission au Burkina de 9 mois dans les années, 2016, 2015 à 2016. Donc, à peu près, j'ai observé certaines choses. Mais ce que je veux partager ce soir n'est pas mes fruits personnels, puisque je ne suis pas basé au Burkina. Donc, ce sont les fruits que les confrères qui travaillent là-bas m'ont partagés et les fruits également de mes recherches sur la plateforme du gouvernement du Burkina. Donc, ce que je vais dire, ce sont les éléments que j'ai pu recueillir auprès des confrères et également de mes recherches sur la question d'énergie propre au Burkina Faso. Donc, cela dit, je pourrais dire d'emblée que chaque kilowattheure d'énergie renouvelable est une victoire pour la planète et un héritage pour les générations futures. L'ODD 7 vise à garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables
durable et moderne à un coût abordable. Pour le Burkina Faso, c'est un enjeu de souveraineté, comme l'a souligné le gouvernement lors de son politique. Je cite, il ne peut y avoir d'industrialisation, de transformation économique sans énergie, de véritable souveraineté économique sans souveraineté énergétique. Le Burkina s'est donné et s'engager à assurer aux populations un accès à une énergie suffisante, fiable, sécurisée et durable. Le premier point de mon intervention, c'est l'état des lieux. L'état des lieux au niveau des énergies renouvelables au Burkina Faso de 2016 à 2026, donc 10 ans, sur 10 ans. Depuis 2016, une politique étatique a été mise en place pour relever les défis dont le pays fait face en termes d'énergie, d'où la création de structures rattachées au ministère. Le ministère en charge de l'énergie. Il s'agit de la Société nationale d'électricité du Burkina, nommée Sonabel. La Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina, est une société d'État au capital de 63 milliards 300 000 millions 270 000 francs CFA, exclusivement détenue par l'État burkinabé. Elle relève de la tutelle de 3 ministères, à savoir le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières pour la tutelle technique. Deuxième, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement pour la tutelle financière. Et troisième, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour la tutelle de gestion. La Sonabel est administrée par un conseil d'administration composé de 9 membres et est dirigée par un directeur général. L'instance supérieure de décision de l'Assemblée générale des sociétés d'État, un organigramme en vigueur depuis 2012, subdivise la Sonabel en 8 directions centrales qui sont la direction de la population, la direction des transports, la direction de la distribution, la direction commerciale et de la clientèle, la direction des études et de la planification et de l'équipement, la direction des finances et de la comptabilité, la direction des marchés et du patrimoine, la direction des ressources humaines. La direction générale est assistée par des conseillers techniques et prend en outre des départements et des cellules de projets rattachés. La Sonabel produit, importe, transporte et distribue l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national, couvrant au 30 juin 2014 plus de 2004 localités. Elle dispose d'un réseau national interconnecté reliant les 2 villes principales que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des mini-réseaux structurant et reliant à petite échelle certaines localités et enfin des centres isolés. Deuxième, B. L'Agence nationale d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, nommée ANERE. L'Agence nationale des énergies renouvelées et de l'efficacité énergétique est un établissement public de l'État créé en décembre 2016 avec pour mission de susciter, d'animer, de coordonner, de faciliter et de réaliser toute opération ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Burkina Faso. La question de l'énergie est une priorité gouvernementale à laquelle
vient répondre l'ANARE. Son organisation. Il y a un centre de transfert des connaissances, la division des énergies renouvelables, la division de l'efficacité énergétique, la direction de la coordination qui est constituée de 3 entités opérationnelles, à savoir la mission du bureau du projet et du programme, qui a pour fonction de centraliser, qui a pour fonction de faire la centralisation et la gestion du portefeuille des projets et des programmes, élaborer des supports projets, d'élaborer des documents projets, c'est-à-dire rapport de projet, plan d'exécution et de budget. Elle a pour fonction également de formuler des indicateurs de performance des projets et des programmes. Elle a pour fonction également de planifier des activités de projets et de programmes, suivi de l'exécution des projets et de programmes, de consolider des informations relatives aux projets et des programmes et d'analyser, de valider les propositions des projets et des programmes externes. Elle a également pour mission d'élaborer des rapports de l'état d'avancement des projets et des directions régionales. Elle a également pour fonction de former le personnel pour les techniques de montage de projets et de programmes conformément au planning élaboré. Et dans dernier, d'archiver tous les documents. Le service de mobilisation des ressources et de plaidoyer. Ce service est chargé de mener des actions de mobilisation des partenaires techniques et de partenaires techniques financiers, des décideurs politiques autour des actions de l'agence. Assurer la pérennité des financements reçus des réseaux de donateurs existants et d'élargir vers les nouvelles sources de financement pour les projets et les programmes. Développer et optimiser la mobilisation des ressources pour les projets et programmes et les partenaires en établissant et en entretenant les relations avec les donateurs. Suivre de près les derniers développements au sein de la communauté des bailleurs de fonds dans la région et élaborer des plans de plaidoyer de l'agence. Leur service, superviser tous les projets, élaborer, mis en œuvre et suivi, intervenir dans la budgétisation des projets, initier des partenaires, contacts et mise en relation, élaborer la stratégie et la trajectoire de partenariat. Le rôle de l'ANANERE, je peux résumer en disant que l'ANANERE contrôle, encadre, favorise le marché de l'énergie renouvelable, établit une stratégie nationale de promotion de l'énergie énergétique, d'accompagner, valoriser et piloter les projets en vigueur au niveau national, fédérer le privé, les ONG et les partenaires techniques et les finances dans le domaine de l'énergie renouvelable, exécuter les prestations commerciales et toute autre mission de service public dans le domaine de l'énergie renouvelable, soutenir la recherche et les innovations au niveau de la formation dans le domaine de l'énergie renouvelable. L'ANANERE a pour objectif de faciliter l'accès à l'énergie à la population urbaine et rurale, exécuter la politique énergétique du gouvernement, favoriser la transmission énergétique à travers une meilleure maîtrise de l'efficacité énergétique, réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, réguler le secteur de l'énergie renouvelable, profiter des potentialités géographiques du Burkina Faso pour soulager l'économie des défiances énergétiques. Leur domaine de compétence. L'ANANERE intervient dans
les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. En un, nous avons les énergies renouvelables. Pour le Burkina Faso, on appelle énergie renouvelable toute source d'énergie se renouvelant aussi ou bien assez rapidement pour être considérée inépuisable à l'échelle du temps humain. Donc, on distingue l'énergie éolienne. Tout à l'heure, le frère nous a parlé au niveau du Brésil. Au Burkina Faso aussi également, nous avons des énergies éoliennes. Il s'agit de l'énergie produite par le vent à travers un dispositif aérogénérateur qui transforme le vent en énergie mécanique, à son tour transformée en énergie électrique par le biais de machines. 2. L'énergie solaire. C'est l'énergie issue directement de la captation du rayonnement solaire pouvant produire de l'énergie ou de la chaleur. 3. La biomasse ou biogaz. La biomasse produit de diverses manières comme le bois, les récoltes, les résidus agricoles et forestiers, les récoltes et les déchets alimentaires, industriels et des matières organiques. Des techniques permettent de convertir la biomasse en chaleur, en électricité et en biocarburant ou en biogaz. En C, nous avons la géothermique. C'est l'énergie issue de la chaleur émise par la terre stockée sous le sol. Au Burkina Faso, nous avons également les hydrauliques ou les maritimes. L'énergie hydraulique et l'énergie fournie par la chute de l'eau qui actionne des turbines génératrices d'énergie. L'énergie maritime, quant à elle, elle est produite par les vagues, marées, ainsi que l'énergie thermique de l'océan chauffée par les rayons solaires. À ce niveau, puisque le Burkina n'est pas directement ouverte à la mer, et cette énergie, généralement, c'est de l'eau recueillie, mise en, voilà, qui sert à créer toutes ces énergies au niveau de l'énergie hydraulique. Alors, je dirais que l'efficacité énergétique distingue le fait de consommer moins qu'avant pour fournir les services électriques équivalents. Au niveau du Burkina Faso, les activités quotidiennes sont très énergivores, c'est-à-dire les activités quotidiennes utilisent beaucoup l'énergie, qu'il s'agisse de chauffer ou de refroidir ou encore d'utiliser des appareils ou des services électriques. Les énergies permettent de produire et de pouvoir l'utiliser même au niveau des industries et au niveau également au niveau des ménages ou des domestiques. Prenons l'exemple de l'éclairage dans les maisons. Il y a quelques années, les lampes incandescentes étaient la norme. Toutefois, l'utilisation de nouvelles technologies comme la lampe fluorescente ou les LED permettent désormais de fournir la même puissance d'éclairage tout en réduisant de manière considérable la consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, au Burkina Faso comme en Côte d'Ivoire, à l'époque, nous avons des lampes qu'on utilise avec du pétrole. Ces lampes ont disparu parce qu'on fait face maintenant aux LED. Et ces LED souvent sont rechargeables avec le soleil et qu'on peut utiliser quand il fait nuit. Nous avons également l'Agence burkinabé d'électrification rurale dénommée ABER, ABRE. Conformément à l'article 11 de la loi 014 de 2017, année 2017, l'Agence burkinabé d'électrification rurale a pour mission 1. Promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en développant l'électrification rurale à moins coût. 2. Contribuer à la mise en œuvre du plan national d'électrification. 3.
faciliter l'accès des populations rurales à l'électricité. 4. Assurer la maîtrise d'ouvrages délégués dans le cadre de la réalisation des infrastructures. 5. Assurer la supervision des activités d'électrification rurale et d'utilisation de l'énergie en milieu rural entreprises par les autres institutions actives dans ces domaines. 6. Élaborer un rapport annuel à l'attention du ministre en charge de l'énergie et du régulateur sur les activités de l'électrification rurale. Par ailleurs, et ce conformément à l'article 11 de la loi que je viens de citer, est chargé d'encadrer, sous le contrôle de l'autorité de régulation, les personnes physiques, les structures coopératives et les associations d'énergie, les structures privées délégataires du service public en milieu rural chargées d'assurer les missions de service public dans les localités objets de leur concession. Deuxième niveau de mon intervention, les évolutions notables dans le secteur. Donc, il y a eu les évolutions. Ça, c'est l'état des lieux que je viens de présenter, l'état des lieux au Burkina Faso. Maintenant, en 10 ans, quelles sont les évolutions qui sont opérées en 10 ans? Dans le domaine de l'énergie, des projets significatifs ont été opérés, mais des défis persistent. Le Burkina a réalisé des avancées notables entre 2016 et 2024, donc pratiquement la dernière décennie. Le taux d'électrification nationale est passé de 20,07% en 2016 à 34,2% en 2024. En 2024, la production nationale couvre désormais 21% des besoins du pays, soit 1 milliard 411 376 500 600. Donc, je reprends, 1 milliard 411 376 568 kWh. C'est une hausse de 24% par rapport à l'an 2023, où seulement 41,8% des besoins étaient couverts. Les énergies renouvelables, leur part a doublé dans le mixte de production, c'est-à-dire dans la combinaison de toutes les énergies au Burkina Faso. Cela est passé de 4,3% à 29,7%. Cette progression est portée par les investissements dans les centrales solaires. En 2024, le mixte, c'est-à-dire les combinaisons totales énergétiques nationales, est composé de 36% au niveau thermique, 11,5% au niveau solaire et 3,5% au niveau hydroélectrique. De nouvelles installations solaires totalisant 161 kWh ont été réalisées en 2024. Les actions et les projets structurants. Le gouvernement a mis en place 3 leviers. Donc, le gouvernement retient 3 leviers pour l'amélioration au niveau de l'électricité au Burkina Faso. Le premier levier, c'est le solaire. Plusieurs projets sont en cours, comme le projet Yelen de développement de centrales solaires et de réseaux électriques et la construction de 4 centrales solaires de 4,5 kWh, non, de M, bon, je crois que c'est milliards kWh, et chacune au niveau rural. Électrification rurale et connexion. Projet BDLCEL, électrification et développement de connexion à l'électrification financé à hauteur de 115 millions 115,150 millions de francs, comment j'allais dire, chiffré à de USA. Voilà, je ne sais pas. Comme c'est des recherches que j'ai faites, je crois que c'est en dollars. Voilà, donc c'est 1 million, c'est 115 millions 150
millions de dollars américains. En distribution, au niveau de la distribution en 2024, le Burkina a évolué, a eu la construction de 5811 postes de production d'électrification qui peut être chiffré sur 16 452 km de lignes de BTA et de 8 486 km de lignes de HTA. Au niveau du secteur privé, la production des producteurs indépendants a explosé et passé de 100 413 millions de kilowattheures en 2023 et est passé à 227 370 millions de kilowattheures en 2024, soit plus de 126,46%. Les défis. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions majeures au niveau de l'énergie renouvelable au Burkina Faso, avec tout le mix confondu. Aujourd'hui, il y a encore des défis. Alors, je dirais que malgré tous ces progrès, en 2024, l'an 2024 a connu des incidents sur les interconnexions électriques avec les pays voisins. Donc, nous savons bien les difficultés au niveau politique du Burkina avec ses voisins ont perturbé un peu l'énergie qui vient de ces pays-là. Donc, le pays importe encore de l'électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour couvrir le reste des besoins. Cependant, l'accès reste inégal entre milieu rural et milieu urbain. Et le coût de l'énergie demeure une préoccupation pour les ménages et les entreprises. En conclusion, je pourrais dire que le Burkina est sur une dynamique positive pour l'ODD7. En 8 ans, ou alors dans la décennie, autour de 10 ans, le taux de l'électrification a presque doublé et la part des renouvelables a plus doublé. La volonté politique du gouvernement est claire, atteindre la souveraineté énergétique pour soutenir l'industrialisation. Pour 2025 et au-delà, ça veut dire nous allons tendre vers 2035. L'enjeu sera de sécuriser les interconnexions, d'accélérer l'électrification rurale et de baisser les coûts et de poursuivre la transition vers le solaire et l'hydroélectrique. Comme le dit l'ARSE, c'est-à-dire c'est l'association, c'est l'agence de renouvellement du secteur énergétique. En 2025, nous pensons que nous sommes en train de relever le défi pour que le secteur se porte bien. Selon le dernier rapport de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie en date du 27 juillet 2026 sur le site de Waga News, qui fait écho que 2025 a également été marqué par une progression de capacité nationale de production électrique. La production nationale a atteint 1,65 kWh, soit une hausse de 17,13% par rapport à 2024. Et cette évolution traduit les efforts consentis pour renforcer les capacités de production et d'améliorer durablement la situation énergétique du pays. Le mix énergétique demeure toutefois majoritairement dominé par la production thermique qui représente 112% de la production nationale. La transition énergétique poursuit néanmoins sa progression avec une contribution de 28% d'énergie renouvelable, dont 24%
pour le solaire et 4% pour l'hydroélectrique. Le rapport fait également ressortir une nette amélioration de la qualité de la fourniture de l'électricité. Le nombre moyen de coupures a diminué de 33%, tandis que leur durée moyenne a baissé de 65% par rapport à 2024. Ces résultats traduisent une amélioration sensible de la continuité du service au bénéfice des usagers. En 2025, l'agence qui est en charge de la régulation du secteur de l'énergie a par ailleurs poursuivi en disant que l'accomplissement de ces missions de régulation à travers le renforcement du cadre juridique, les contrôles techniques et la tarification des opérateurs et le règlement des différends, ainsi que la production dans la sensibilisation des consommateurs, cela a changé et cela a eu du progrès. Au cours des échanges, ainsi donc avec le Premier ministre et l'Agence de régulation du secteur de l'énergie, dans l'accomplissement de sa mission, l'agence a souligné, le ministre les a encouragés à poursuivre leur engagement en faveur d'une régulation efficace, transparente et moderne, tout en rappelant le caractère stratégique du secteur de l'énergie pour le développement du pays. Et cette importante stratégie justifie, selon le chef du gouvernement, la dynamique actuelle de la réalisation de nouvelles unités de production et de renforcement des infrastructures existantes afin de réduire considérablement la dépendance du Burkina vis-à-vis des importations énergétiques. Alors, je termine en disant tout simplement qu'au Burkina Faso, chaque rayon de soleil capté, chaque souffle de vent favorisé et chaque goutte d'eau transformées en énergie propre sont des richesses qui bâtissent un développement durable. Merci pour votre attention, pour ce que je viens de vous présenter. Que le Seigneur nous aide toujours à soutenir nos pays et à rendre la vie plus facile pour nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Jean-Narcisse, pour toute l'énergie que tu as mise dans cette présentation qui a été une inspiration pour voir l'évolution de Burkina Faso pour l'accès à l'électricité et toutes les statistiques que tu nous as données, comment cela a doublé l'énergie à travers les énergies renouvelables. Donc, moi, je voyais qu'il y avait beaucoup de points communs euh, avec les autres personnes qui ont présenté aujourd'hui. Et c'est là, et nous rend conscients des relations qu'il y a. Il y a beaucoup de personnes ici et, et donc on voit comment il est tellement important avoir accès à l'énergie renouvelable. Et on partage aussi le défi. Il y a encore une inégalité entre les villes et les régions rurales. Donc, même si les contextes sont différents, moi je pense qu'on doit travailler ensemble, partager des idées pour voir comment faire face aux défis qui nous restent. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, pour les statistiques, pour nous faire voir tous les points qu'il y a en commun. Merci. Merci.
Maintenant, on écoutera de nouveau Sœur Margaret qui a beaucoup travaillé et va nous parler de l'objectif 6 sur l'eau potable et l'assainissement. Donc, on va revenir à Sœur Margaret. Juste te dire qu'il y a 10 minutes parce qu'on voudrait laisser 10 minutes pour tes questions. Bien. Et je regrette d'être ici de nouveau. Donc, je me suis déjà présenté. Je voulais partager mon expérience sur l'objectif 6 dans des régions du Kenya. Je voudrais partager l'expérience sur l'objectif 6 au Kenya dans nos apostolats, ministères, et qui est très en rapport avec l'objectif 7. Tout d'abord, pour vous dire où se trouve le Kenya, dans l'est de l'Afrique, et les pays autour, c'est la Tanzanie, Somalie, Éthiopie, Ouganda. Le lac Victoria est très important aussi, et l'océan aussi. Et, et sa géographie se compose de hauts plateaux et de plaines arides qui ont une influence profonde sur les régimes de pluie et l'accès à l'eau. À part cela, quand on regarde l'eau, il y a des régions du Kenya où il y a beaucoup de pluie. Vous voyez là les précipitations annuelles. Et en bleu, et, et c'est l'ouest d'après les pluies. Le manque d'eau est vraiment un défi. Et, et là, il y a deux photos. C'est des terres qui seraient arables et seulement un cinquième du territoire est propice à la culture. Mais les Kenyans, même si c'est un grand pays, mais seulement les 20% a des terres arables, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour la culture. Et, et la majeure partie du pays reçoit des précipitations faibles et irrégulières. Et on a aussi les saisons qui changent, les sécheresses et les inondations perturbent l'approvisionnement d'eau. Et c'est là à le besoin d'eau façonne la vie quotidienne des gens dans le village. Nous pouvons voir ces femmes qui, qui, donc, qui n'ont pas l'eau tout de suite, elles doivent aller chercher l'eau. Donc, il faut aller plusieurs fois au fleuve, au ruisseau ou quoi que ce soit pour chercher l'eau. Et c'est la réalité de la plupart des gens. Dans les villes, oui, il y a de l'eau.
et quelques maisons ont l'eau. Mais même comme ça, dans la ville, il y a, mais beaucoup de régions n'ont pas l'eau à la maison, il faut aller la chercher. Donc, les ruisseaux, les puits et les points d'eau, les familles dépendent de sources éloignées, souvent partagées. Donc, si on a un puits d'eau, on peut y aller chercher l'eau. Autrement, il faut aller loin. Ça prend du temps, de longues marches. Euh, Parfois, il faut se lever tôt le matin pour aller chercher l'eau, avant les enfants pour aller avant d'aller à l'école. Et, et- et les gens et le gouvernement essayent d'enseigner comment avoir aussi l'eau propre. Et l'eau est plus qu'une simple ressource, c'est une source de vie. Parfois, on va en groupe pour chercher l'eau et il faut une action collective. Dans les régions rurales où l'eau est rationnée, ça signifie que, que les gens ont une quantité déterminée d'eau parce qu'il y a des coupures aussi d'eau ou pendant la saison sèche. Donc, les rationnements d'eau, même dans les villes, se passent évidemment dans les villages aussi. Et donc, il y a des coupures qui sont programmées et cela affecte la vie des ménages, des entreprises, des villages, les camps de réfugiés et les villes. Et donc, il faut s'assurer d'avoir une réserve pour une émergence. Et c'est pourquoi le, les forages pour avoir des puits est très importante. Et, 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 et aussi, il faut trouver des solutions de stockage parce que le forage, les citernes sur les toits, les réservoirs souterrains, les citernes, les réservoirs permettent de faire face aux pénuries fréquentes des organisations telles que l'UNICEF, des organisations confessionnelles, fournissent et soutiennent par exemple des programmes dans les écoles et au sein des communautés. Et dans les écoles, comme Kibera, où il n'y a pas d'eau, il y a une organisation comme l'UNICEF ou d'autres organisations qui et, et d'autres organisations religieuses qui essayent d'aider avec des programmes pour l'eau,
le programme gauche dont on a déjà parlé. Et ensuite, nous pouvons voir ici et entendre comment et pour le stockage des eaux de pluie saisonnières pour une utilisation, cela est très important. Et aussi le forage des puits et donc avoir un accès à une nappe phréatique et fiable, très important. Ensuite, le stocker et avoir des pompes à eau. À eau. Ici, on peut voir comme l'eau change de vie. Donc, il y a des femmes qui travaillent avec des fruits et avec l'eau. Elles préparent des jus, etc. Donc, on peut voir ici comme l'eau est importante. Une meilleure santé avec de l'eau, moins de maladies d'origine hydrique, des familles à meilleure santé. Aussi, et comme on voyait les filles à l'école, s'il y a de l'eau, et c'est la, c'est la aide et l'éducation, et les filles restent à l'école lorsqu'elles ont de l'eau à proximité. Ensuite, on a vraiment besoin d'eau. Ensuite, l'assainissement et l'hygiène et la sécurité alimentaire, parce que l'irrigation favorise les cultures et les moyens de subsistance. Ici, on peut voir que le travail n'est pas encore terminé. Euh, voilà, le, après la pluie, on voit qu'il y a la vie, euh, mais ici, il y a eu une sécheresse et, et le travail n'est pas fini du tout pour l'énergie propre. Et donc, le coût de forage est élevé. Pour faire un puits, le forage d'un puits reste hors de portée de nombreuses communautés. C'est des millions de shillings. Euh, Ensuite, il y a l'aggravation du changement climatique, les sécheresses qui sont plus fréquentes et durent plus longtemps qu'auparavant. Ces gens, ces gens prient à Dieu parce qu'ils n'avaient pas vu rien comme ça. Mais c'est le changement climatique et les financements durables et la résilience est importante. Des partenariats à long terme sont essentiels. Donc, l'eau, c'est la vie, et voilà des projets différents que la Société du Sacré-Cœur est en train de faire dans des différentes régions du monde. Et, et voilà, on voit les enfants aussi. Tout ici, c'est une question d'eau. D'eau propre, cela nous aide à restaurer la dignité. Et étant donné qu'il y a peu de temps, merci beaucoup et continuons à travailler en partenariat
spécialement dans le Sacré-Cœur, nous travaillons avec d'autres organisations et groupes pour ces projets. Et donc, pour nous devons, pour l'eau et l'énergie sont essentiels. Merci beaucoup. Merci, Sœur Margaret, qui nous a donné un tableau très, très vrai et vivant des, et pour ton travail, pour montrer l'interconnexion entre cet objectif et les autres. Je peux pas mettre assez l'accent sur ce point. On a quelques minutes, donc je voulais ouvrir l'espace pour voir s'il y a des questions. Je vais inviter le participant qui souhaite poser une question à lever la main, soit avec les menus de lever la main ou physiquement. Je vois Donatus Lily. Donc, tu as la parole. Donatus Lily. Donatus Lily. Donatus, nous ne pouvons pas t'écouter. Nous voyons que ton micro est ouvert. Peut-être ton micro. Si ton micro ne marche pas, tu peux écrire aussi sur la chat ta question. Comme ça, on pourra voir ta question. Si tu ne peux pas, si ton micro ne marche pas. Ouais, Donatus, nous n'entendons pas. On a donné la possibilité d'écrire dans le chat. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou partager une réflexion? Peut-être beaucoup d'entre nous, nous sentons qu'on a reçu tellement d'informations et qu'il nous faudrait du temps pour réfléchir. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont derrière les scènes. Et merci aux interprètes qui ont rendu tout ceci possible. Et merci à Teresa qui a aidé avec la technologie pour nous assurer que nous puissions avoir toutes les présentations au moment voulu. Et si vous voulez poser une question, il y a ici une question pour Margaret. Quelle serait ta recommandation pour Kenya et Burkina? Et si le
les puits, si faire des puits cause en même temps la désertification. Oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est que quand on, on essaye de faire un puits, le gouvernement nous contrôle, donc on ne peut pas les faire librement. Et donc on a besoin d'une permission. Et aussi, on doit être ouvert à le partager. Et étant donné qu'on est contrôlé, et parfois, il y a d'autres possibilités, comme recueillir l'eau de la pluie. Et là où il est possible, on essaye de recueillir l'eau de la pluie. Ensuite, il y a des puits qui sont naturels. Parfois, il faut parcourir de longues distances. Mais même s'il y a des puits qui sont naturels, il faut voir comment avoir des pompes pour prendre l'eau. Parce que même dans la saison sèche, il y a beaucoup moins d'eau. Ça, c'est la manière que le gouvernement contrôle, parce que c'est pas que tout le monde peut construire un puits. Merci. Et merci au Père Alphonse, à Jean-Narcisse, Danilo, pour être avec nous tous, à tous les participants, interprètes. On va se rencontrer demain à la même heure. Demain, ce sera sur l'objectif 9, infrastructure, innovation et industrie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous. Merci. Et très bonne soirée à tout le monde. Très bonne nuit aussi. Nada.